bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. Merci de prendre le temps de vous connecter avec nous aujourd'hui. Vous êtes connectés à la série de webinaires pour, vous le savez, le projet du FEM d'appui à l'action précoce pour le cadre mondial pour la biodiversité. Et donc ce webinaire, c'est le 9e webinaire de notre série et on va se focaliser sur les approches nationales de l'alignement et de la cohérence des politiques pour une mise en œuvre efficace du cadre mondial pour la biodiversité. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marion Marigot, je suis Senior Officer en biodiversité et renforcement des capacités au PNUD. Je suis basée ici à New York, mais c'est le matin pour moi, et je serai donc votre facilitatrice aujourd'hui. Donc le webinaire d'aujourd'hui se focalise sur des approches nationales innovatives et des bonnes pratiques des pays en ce qui relève de la cohérence et de l'alignement des politiques. On aura aussi des cas d'études, notamment de notre collègue de Djibouti, pour voir comment le pays a réussi à articuler et comprendre ces problématiques et les adresser dans ce projet donc EAS. Vous aurez aussi des informations sur les outils et l'appui qui est disponible de la part de nos équipes, donc au PNUD et au PNUE, afin de pouvoir développer donc des plans de cohérence pour les politiques et l'alignement des politiques. Si on va à la prochaine slide, parfait. Donc à ce stade, on est un peu tous experts en Zoom. Ceci étant dit, si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours envoyer un message privé ou un email à ma collègue Véronica Recondo. N'utilisez pas le chat en général pour pas déranger voilà, les présentateurs, mais si vous avez un souci, Véronica donc, va vous envoyer son adresse et vous pouvez la contacter directement. Vos micros, donc, ils sont coupés pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'interférence quand les présentateurs parlent, mais je vous encourage fortement à participer aussi activement que possible à ce webinaire. C'est une chance pour vous de discuter donc avec notre collègue à Djibouti, mais également nos experts techniques. Et donc, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez soit écrire votre question dans le chat, soit vous levez la main virtuellement et je vous donnerai la parole. Comme d'habitude, je vous rappelle qu'on a une page internet pour ce webinaire. Vous pouvez accéder à toutes les présentations donc d'aujourd'hui ainsi que l'enregistrement de la session. On les partagera comme d'habitude par email après la fin de cette session. Donc pour accéder aux présentations et aux enregistrements de cette session, vous pouvez consulter la page. Donc je pense que mes collègues vont mettre le lien dans Zoom si c'est possible. Donc on a une page pour le webinaire d'aujourd'hui, mais on a aussi une page pour tous les webinaires en fait de la série, puisque c'est le 9e aujourd'hui. On a tous les enregistrements de toutes les sessions précédentes. Et si vous voulez donc accéder aux enregistrements de ces sessions précédentes, vous pouvez vous rendre donc sur le lien que mes collègues mettent dans le chat à ce moment. Et donc vous trouverez les enregistrements des 8 autres webinaires qui ont été faits avant. Allez, si on passe donc à la slide suivante, on va discuter voilà, de l'agenda aujourd'hui. Donc, on voit que c'est un agenda un petit peu chargé aujourd'hui. On va avoir pas mal de présentations. Et encore une fois, même si c'est beaucoup de présentations, je vous encourage à marquer vos questions et on les adressera ensuite. Donc, on commencera par une première présentation qui est une vue d'ensemble du soutien, donc basée sur les objectifs pour évaluer la cohérence et les politiques des politiques pardon, et de l'alignement sur le cadre mondial pour la biodiversité. Donc Alexis, mon collègue que vous commencez probablement à connaître, fera cette présentation. Et on aura aussi une seconde présentation donc, sur la liste de contrôle donc, des politiques clés liées aux éléments du cadre mondial pour la biodiversité, qui sera aussi présentée par Alexis. Ensuite, je me tournerai vers Julien pour deux présentations, donc deux études de cas. Une première étude de cas sur l'alignement des politiques en Colombie et une deuxième étude de cas pour l'alignement des politiques en Équateur, donc, qui ont été faites voilà, par nos collègues qui vivent respectivement en Colombie et en Équateur. Et Julien vous présentera le travail qui a été fait. Et on aura aussi une étude de cas par notre collègue Josh Brand, qui donc a fait une vidéo qui s'est enregistrée pour expliquer ce qu'il en est en Ouzbékistan. Donc comme ça, vous aurez plusieurs expériences. Il y aura ensuite une présentation sur l'utilisation des données spatiales pour soutenir l'alignement des politiques par notre collègue Scott Atkinson.
l'utilisation des données spatiales avait été assez forte sur le projet des 6e rapports nationaux et donc il y a une continuité, dans ce domaine et on terminera, par une présentation, de notre collègue Mohamed Elmi Obsier, de Djibouti, qui est avec nous aujourd'hui. Merci Mohamed et qui vous expliquera donc comment les choses sont et les progrès qui ont été faits, à Djibouti et vous pourrez directement échanger avec lui. Pendant donc la session de discussion, vous aurez une opportunité, d'échanger donc avec les présentateurs, de poser vos questions, de partager aussi vos expériences, sur les progrès que vous faites avec votre pays, pour réaliser vos cibles nationales ainsi que les cibles de la CDB. On sait tous que la COP16 donc arrive et en fait, on est à 5 mois de la COP16, ça va très vite et qu'il va falloir, mettre à jour et aligner ces cibles nationales. C'est requis par la décision 15/6 du cadre mondial pour la biodiversité, et c'est absolument critique que les pays puissent faire cet alignement pour ensuite pouvoir continuer, le développement et la mise en œuvre de leur NBSAP. Donc je vous encourage vraiment à utiliser le temps qu'on a aujourd'hui pour partager vos doutes, vos questions, mais également vos expériences, avec les autres participants. On va donc, je pense, commencer, par la première présentation et comme je le disais, donc ce sera une présentation sur une vue d'ensemble du soutien qu'on a, voilà, pour évaluer la cohérence, des politiques et l'alignement sur le cadre mondial pour la biodiversité et je vais me tourner vers Alexis, du coup. Alexis, si on peut faire, cette première présentation, c'est à toi. Super, merci beaucoup Marion. Est-ce qu'on m'entend bien? On me voit bien? C'est bon? Parfait, Ok, ouais, super. super. Ok, merci. Euh, alors bonjour à tous, donc je m'appelle Alexis Le Gigant, je travaille en tant qu'analyste technique sur le projet EAS au PNUD et aujourd'hui donc je vais commencer par une présentation sur la cohérence et l'alignement des politiques avec le cadre mondial pour la biodiversité et juste à noter avant que je commence, cette présentation a été préparée par ma collègue Jamison Ervin qui dirige, enfin du PNUD et qui dirige les travaux que je vais présenter aujourd'hui. Malheureusement elle n'a pas pu se joindre à nous, donc c'est moi qui prends le relais. Sur le slide suivant, alors tout d'abord, pour contextualiser cette première présentation, je vais commencer par une définition de la cohérence des politiques. Le travail du PNUD se base sur la définition qui a été élaborée par le groupe consultatif scientifique et technique du Fonds pour l'environnement mondial et qui définit la cohérence des politiques comme, je cite, une approche visant à intégrer les différentes dimensions du développement durable dans l'élaboration des politiques nationales et internationales. Et cette approche prend en compte trois éléments. Le premier consiste à rechercher les synergies dans l'ensemble du paysage politique, y compris les politiques économiques, sociales et environnementales. Et le deuxième élément consiste à équilibrer les politiques nationales avec les objectifs de développement durable reconnus au niveau international dans le cadre d'autres objectifs mondiaux. Et troisièmement, il s'agit d'examiner les effets à long terme des politiques qui s'influencent les unes avec les autres au fil du temps. Sur le slide suivant, alors la cohérence des politiques est un terme qui est assez large en fin de compte, qui recouvre un ensemble, tout un ensemble d'éléments. Le premier élément est la cohérence des politiques nationales avec les agendas internationaux. Donc, par exemple, le cadre mondial pour la biodiversité, les objectifs de développement durable, etc. Enfin, vous connaissez tout ça très bien. Le second élément est la cohérence entre les agendas internationaux. Le troisième élément est celui de la cohérence entre les agendas nationaux. Le quatrième est la cohérence entre les différents acteurs au sein du pays. Et enfin, on a la cohérence entre les différentes agences et sources de financement. Donc, tous ces éléments-là font partie de cette approche que l'on appelle la cohérence des politiques. Sur la diapositive suivante, if we could have the next slide, please. Oh, yeah, OK. Maintenant, je vais parler un petit peu de l'alignement des politiques qui est à distinguer de la cohérence des politiques.
et l'alignement des politiques correspond à un sous-ensemble de la question plus large, donc de la cohérence des politiques, dans le cadre du projet, de soutien aux actions précoces, donc le projet EAS, nous définissons ici l'alignement des politiques comme le degré d'alignement des politiques nationales sur le cadre mondial de la biodiversité. Et le PNUD, le travail du PNUD est d'aider les gouvernements à identifier les lacunes politiques et les domaines potentiels de désalignement en fournissant des outils d'auto-évaluation et des listes de contrôle, donc ce que je vais présenter aujourd'hui dans cette première présentation et également dans la présentation juste après. Sur la diapositive suivante. Alors pourquoi, l'alignement des politiques est-il important? Donc nous avons identifié, voilà, 4 raisons principales. Premièrement, l'alignement des politiques aide les gouvernements à coordonner les actions entre les multiples secteurs et acteurs. Il peut aussi aider à éviter les actions qui compromettent les cibles et objectifs au niveau national. L'alignement des politiques peut aussi optimiser l'utilisation des ressources et il peut aussi aider à obtenir des résultats sur les multiples priorités nationales, de la manière la plus efficace possible. Sur la diapositive suivante. Voilà. Alors à cette fin, le PNUD a donc créé une série de 23 mini manuels, comme on les appelle, d'une dizaine de pages, chacun, et ces mini manuels contiennent une série de questions structurées pour chacune des cibles du cadre mondial. Je vais pas rentrer dans les détails de chacun de ces manuels. Donc je vous invite à télécharger ces mini manuels à travers le lien que ma collègue, Véronica va partager avec vous dans le chat, si possible. Donc je vous laisse, plus tard, je vous laisse télécharger et jeter un œil à ces manuels. Et ces manuels sont utiles, pour tous les pays qui travaillent sur merci Véronica, qui travaillent sur le projet EAS pour en fait décortiquer en quelque sorte chacune de ces cibles et identifier, si les politiques sont bel et bien alignées. Donc, je dois ajouter aussi que, il n'y a pas d'attente à ce que les pays utilisent, chacun de ces 23 manuels, mais la 1re étape qui est suggérée, c'est d'identifier et de donner la priorité à peut-être une dizaine ou une douzaine de politiques, qui sont les plus importantes et les plus pertinentes, pour les cibles du cadre mondial. Sur la diapositive suivante. Merci. Donc l'objectif de ces mini-manuels est de fournir aux pays un modèle et un processus structuré pour évaluer systématiquement l'alignement des politiques nationales sur le cadre mondial pour la biodiversité. Et les mini-manuels sont aussi utiles pour identifier les voies d'alignement des politiques dans le but de mettre à jour la SPAN-B au cours de l'année à venir. Sur la slide suivante. If we could have the next slide. Thank you. Donc les manuels comportent aussi plusieurs, composantes qui permettent en fait plusieurs choses, donc qui permettent de déconstruire, encore une fois, de décortiquer chaque objectif ou cible en plusieurs éléments. Permettent aussi de fournir des questions spécifiques sur l'alignement des politiques, pour chacun de ces éléments. Permet aussi de fournir, aussi un modèle de plan d'action et enfin d'inclure des définitions clés, et des ressources supplémentaires provenant de la Convention sur la diversité biologique. Sur le slide suivant. Alors pour illustrer un petit peu, ce que je viens de dire, je voudrais juste vous donner deux exemples de cette méthodologie et comment, décomposer un peu chaque cible en fait, de manière très simple. Donc ici, on examine 3 choses, donc les actions, les qualificatifs et les résultats. Alors je m'excuse parce que je vois que le slide, est en anglais, mais bon, si vous prêtez attention au code couleur qui est utilisé ici, on peut voir que pour la cible 1 par exemple, en vert, donc l'action consiste à garantir, que toutes les zones, font l'objet d'une planification spatiale intégrée et respectueuse, de la biodiversité. Le qualificatif
ici qui est en bleu, donc le terme serait, participatif et le respect des droits des peuples indigènes. Et enfin, en violet, vous avez, le résultat qui est de ramener la perte de zones de grande importance pour la biodiversité à un niveau proche de zéro d'ici à 2030. Et même chose pour la cible de juste en dessous. Donc l'action est de veiller à ce que d'ici à 2030, au moins 30 des zones des systèmes marins et côtiers soient en cours de restauration. Le qualificatif ici est le terme efficace et les résultats visent à améliorer la biodiversité et les services écosystémiques, et cetera. Donc notre équipe en fait a constaté qu'en utilisant cette méthodologie et le fait de déconstruire ces cibles en différentes parties ou sections, comme je viens de le faire, nous aide vraiment à nous concentrer sur les questions clés et à mieux orienter le travail de la cohérence, et l'alignement des politiques, dans votre pays. Sur le slide suivant, hem, alors je voulais aussi mentionner le fait que pour, chacun de ces éléments, donc que je viens de mentionner, les actions, les qualificatifs et les résultats, nous identifions aussi, une série de questions spécifiques qui permettent de guider, ce travail. Donc par exemple, pour les questions qui sont relatives aux actions de la cible 1, une des questions qui est suggérée, que vous pouvez voir sur la diapositive, donc est la suivante: quelles sont les politiques ou les instruments politiques dont vous disposez, et qui sont pertinents pour cette cible? If we could come back to the previous slide. Yep, thank you. Hem, voilà. Et pour par exemple, pour les questions relatives, aux résultats, les questions possibles sont les suivantes. Donc, quels sont les principaux facteurs de perte de biodiversité? Quelles sont les principales tendances pour chaque facteur, et cetera? Donc, il y a pas mal de questions à considérer. Je vous laisserai vous familiariser peut-être plus en détail avec ces questions, puisque de tous les cas, on partagera cette présentation avec vous, à la fin du webinaire. Sur le slide suivant, alors nous examinons également les lacunes dans les recommandations. Donc voici quelques exemples, tirés encore une fois de la cible 1. Donc, quelques questions à prendre en compte. Donc quelles sont les possibles lacunes des politiques et incohérences à combler? Quelles sont les recommandations proposées pour de nouvelles politiques? Et quelles sont les recommandations les plus importantes pour l'ensemble des différentes sous-questions de cette cible? Donc voilà, ce travail peut permettre d'obtenir un ensemble de recommandations, qu'ensuite on peut classer par ordre de priorité. Sur le, slide suivant, donc ça sera ma dernière diapositive, pour terminer. Donc il est possible aussi d'examiner toutes les différentes recommandations et proposer un plan d'action prioritaire pour l'alignement des politiques, qui donne la priorité aux recommandations et aux actions visant à aligner, les politiques sur toutes les cibles, et aussi à identifier un plan menant à l'alignement sectoriel. Donc cela signifie qu'en fait, il faut donner la priorité à une analyse thématique des voies sectorielles pour l'alignement et la transformation des politiques. Donc voilà, sur ce, je termine cette première présentation. Comme je l'ai mentionné, ma collègue Jamison, c'est la personne qui a développé ce contenu. Je vais peut-être partager au cas où son email dans le chat si vous avez des questions précises. Voilà, je le copie dans le chat tout de suite, et puis Marion, je te redonne, la parole. Merci Alexis, super. Merci beaucoup pour cette présentation et pour, mettre en lumière, voilà les mini manuels comme on les appelle. Donc Alexis a partagé l'adresse email de Jamison Irvine, qui est donc la personne qui a développé ces mini manuels. Vous pouvez la voir, dans le chat. N'hésitez pas à la contacter si besoin. Bien sûr, vous pouvez aussi, contacter Alexis ou me contacter à moi, il y a aucun souci. Donc je voulais voir avec nos participants s'il y avait des questions, même si on n'a pas la réponse parce qu'on n'est pas Jamie, on peut toujours, faire remonter la question et vous répondre ensuite, donc n'hésitez pas. En attendant de voir s'il y a des questions, je voulais donc, redemander à Véro de remettre le lien. Véro, if you can put back the link of the mini manual. Le lien donc pour les mini manuels a été mis, dans le chat par notre collègue, donc vous pouvez y accéder, n'hésitez pas. Et Véro va aussi, partager un lien dans le chat
qui est un lien, pour avoir accès à tous les guides techniques qu'on a, pour le projet EAS. Pas forcément que pour la composante numéro 3, mais pour tous donc les guides techniques qui ont été développés. Donc vous avez plusieurs liens, gardez-les quelque part, sous la main, que ça va être utile pour, pouvoir continuer votre travail, hem, pour le reste de l'année. Je vais me tourner et voir s'il y a des questions. Je pense pas qu'il y ait des questions dans le chat pour le moment et je vois pas de main levée. Donc n'hésitez pas si vous avez plus de questions qui vous viennent ensuite, vous pouvez toujours, lever la main un peu plus tard et adresser des questions à Alexis, donc aucun souci. Pour le moment, je crois qu'on est au clair, donc Alexis, si ça te va, on va en fait continuer avec la deuxième présentation qui va se focaliser donc plutôt sur une checklist ou une liste, ouais, une checklist, une liste, on va dire, des politiques clés qui sont liées, donc aux éléments du Kunming Montréal, du cadre mondial pour la biodiversité. C'est un Cette présentation a été faite, en fait, par nos collègues au PNUE. Ceci étant dit, à cause du décalage horaire, mais aussi à cause de la langue, puisque ce webinaire est en français, la présentation va être donnée par Alexis. Mais voilà, on voulait juste reconnaître le travail qui a été fait par nos collègues du PNUE qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qui ont fait cette présentation. Donc Alexis, je me tourne vers toi, si tu veux bien faire cette présentation au nom du PNUE. Merci. Alors, merci encore une fois Marion, et merci d'avoir mentionné en effet, je présente, et je partagerai évidemment, les emails de mes collègues, du PNUE qui ont dirigé, le travail et qui ont, préparé le contenu de cette présentation. Donc pour cette seconde présentation qui sera relativement courte, je vais parler donc de la liste de contrôle ou de checklist, je ne savais pas trop comment traduire ça en français, de liste de contrôle des politiques clés liées aux éléments du cadre mondial pour la biodiversité. Alors, sur le slide suivant, alors comme vous l'aurez compris, donc j'ai déjà mentionné ça dans la présentation précédente, mais la cohérence et l'alignement des politiques sont essentiels pour agir sur les 4 objectifs et les 23 cibles du cadre mondial pour la biodiversité et sont mis en avant dans la cible 14 sur l'intégration de la biodiversité dans la prise de décision à tous les niveaux. Et pour rappel, la composante 3 du projet EAS se concentre précisément donc sur la cohérence des politiques dans les secteurs qui sont liés à la nature. Et donc le PNUE a préparé cette liste de contrôle des politiques clés afin d'aider les pays à remplir leurs obligations à titre des décisions de la COP, et plus particulièrement les décisions 15.4 et 15.7. Sur le slide suivant. Voilà, alors sur cette diapositive, donc vous trouverez, des citations figurant dans la décision 15, 4 qui reconnaît le rôle important de la cohérence des politiques, et cette décision est importante parce qu'elle fournit une base de changement pour le cadre mondial et démontre comment il favorise la cohérence entre la CDB, ses protocoles et également d'autres conventions relatives à la biodiversité, et je vous laisserai, vous référer au texte de la décision, ultérieurement. Sur la diapositive suivante, alors, sur cette diapositive, donc vous pouvez voir ici une définition, encore une fois, de la cohérence des politiques. Alors l'Organisation de coopération et de développement économique, donc l'OCDE, définit la cohérence des politiques pour le développement, comme je cite, étant une approche visant à intégrer les dimensions du développement durable dans l'élaboration des politiques nationales et internationales. Et cette définition, elle comporte aussi d'autres éléments que j'ai mentionnés dans la présentation avant, donc je vais éviter de me répéter. Et on peut passer à la diapositive suivante. Merci. Alors je voudrais maintenant me pencher sur la liste de contrôles en tant que telle, en mettant en fait l'accent sur la structure. Donc une liste de contrôles, elle comporte des questions clés et est structurée autour d'éléments du cadre, mondial pour la biodiversité tels que les SPAN B révisés et mis à jour et les engagements des acteurs non étatiques. La liste comporte ensuite des éléments de base ou blocs de construction, si on peut appeler ça comme ça, tels que la volonté politique et les approches intégrées. Et enfin, la liste de contrôle contient une série de questions qui nous aident encore une fois, à décortiquer tous les différents éléments.
sur la slide suivante. Alors voici un exemple de question clé, liée au renforcement de la volonté politique, et de 2 éléments nécessaires à la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité, donc la révision et la mise à jour des SPAN-B et la préparation des rapports nationaux. Et comme vous pouvez le voir sur la section la partie droite du tableau, le PNIE propose plusieurs questions directrices. En ce qui concerne la révision, des SPAN-B, par exemple, les questions qui sont suggérées donc sont les suivantes. Donc premièrement, existe-t-il une volonté politique et une reconnaissance au plus haut niveau du gouvernement pour le cadre mondial pour la biodiversité dans votre pays? Et deuxièmement, les points focaux des conventions de Rio, des conventions relatives à la biodiversité et des objectifs de développement durable dans votre pays ont-ils adopté une feuille de route pour l'alignement et l'action coordonnée? Ça, c'est les 2 questions à prendre en compte, pour cette partie. Et je voulais aussi faire remarquer, que le champ d'action sur la liste de contrôle est plus large que celui des mini manuels que dans la présentation précédente, ce qui offre en fait un soutien, pour l'ensemble de la mise en œuvre du cadre mondial et pas seulement, pour la mise à jour et la révision, des SPAN-B. Donc le champ d'action est plus large. Sur la diapositive suivante, voici donc un autre exemple soulignant cette fois-ci le renforcement des approches intégrées. Donc dans la liste de contrôle, vous trouverez, ces questions utiles en relation avec la révision et la mise à jour des SPAN-B, par exemple. Donc premièrement, dans votre pays prend-il, des mesures politiques pour encourager la planification et la gestion intégrée pour la durabilité des paysages terrestres et marins? Et deuxièmement, des approches intersectorielles tenant compte des liens et des intersections entre les politiques et les actions sectorielles sont-elles mises en œuvre dans votre pays? Et en ce qui concerne, le deuxième élément du cadre mondial pour la biodiversité, à savoir les informations sur les engagements des acteurs non étatiques, les questions clés à prendre en compte sont les suivantes. Quelles sont les mesures juridiques, administratives if we could just on the previous one? Sorry. Ah, merci. Juste la première question, quelles sont les mesures juridiques, administratives ou politiques en place dans votre pays pour encourager les entreprises à fournir des informations afin de promouvoir des modes de consommation durables? Ces mesures sont-elles efficaces et comment leur efficacité pourrait-elle être améliorée? Donc encore une fois, on partagera cette présentation avec vous et vous aurez accès à toutes ces questions. Sur la diapositive suivante, merci. Alors cette diapositive, sur les options, pour la cohérence des politiques fournit des exemples d'actions qui sont liées à différentes choses, donc qui sont liées au processus de mise à jour des SPAN-B, à la définition des nouveaux objectifs nationaux, à l'élaboration des plans de mise en œuvre, à la gestion du financement et à l'application de l'approche pan-gouvernementale. Donc, par exemple, sur la mise à jour des SPAN-B, un exemple d'action, comme vous pouvez voir dans le tableau, serait d'assurer la cohérence dans les domaines d'intervention tels que le changement climatique, les systèmes alimentaires, l'agriculture, et cetera. Sur le slide suivant. Et enfin, donc la liste de contrôle propose 6 recommandations clés qui visent, à aider les parties à aligner leur politique nationale sur les engagements internationaux, à faciliter la coopération internationale, aussi à relever des défis complexes tels que les questions intersectorielles et transfrontalières, à optimiser l'allocation des ressources, à renforcer la conformité, à impliquer les parties prenantes de manière significative et efficace et enfin à promouvoir, l'innovation politique. Sur la diapositive suivante, ça sera mon dernière diapositive, voilà, donc pour conclure, nous rappelons juste à tous que la cohérence des politiques contribue à des efforts de protection de l'environnement plus durables, et plus efficaces à l'échelle mondiale. Donc voilà, sur ce, je conclus ma présentation et je, partage dans le chat tout de suite l'email de Patrick, Chesney qui, encore une fois, dirige ce travail, et qui a préparé le contenu de ces présentations. Mais si vous avez des questions,
n'hésitez pas et puis on va tâcher d'y répondre. Et Marion, je te rends la parole. Merci Alexis et merci d'avoir, pris le temps de présenter, voilà, pour nos collègues, du PNU qui donc ne pouvaient pas être avec nous aujourd'hui. Donc encore une fois, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, n'hésitez pas à envoyer un email, à l'adresse email, qu'a partagé Alexis dans le chat. Et si vous avez des questions immédiatement, n'hésitez pas à lever la main, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. Encore une fois, ce guide technique a été écrit par nos collègues du PNUE. Donc on n'a peut-être pas toutes les réponses, mais on peut, bien sûr agir un comme des collègues et des connecteurs et de faire passer la question à nos collègues du PNUE. Si il n'y a pas je vois qu'il n'y a pas de main levée, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat, donc puisqu'on a pas mal de présentations aujourd'hui, je recommande qu'on continue, donc on avance, et on va passer un peu à maintenant des cas d'études. Comme pour ceux qui étaient là au début, vous savez qu'on a 3 cas d'études aujourd'hui, 4 cas d'études, Colombie, Équateur, Ouzbékistan et Djibouti. Donc commençons peut-être avec, la présentation du travail qui a été fait en Colombie. Et pour cela, je vais me tourner vers, Julien Pigot qui est, Senior Assistant au PNUD, et qui va parler donc du travail qui a été fait en Colombie. Je vois qu'on a aussi nos collègues, de Colombie qui sont connectés, qui ne parlent pas français, mais s'il y a des questions pour eux, on peut évidemment traduire en anglais ou en espagnol pour avoir plus d'informations. Donc Julien, je me tourne vers toi pour la présentation, pour les cas d'études en Colombie. Merci. Merci Marion, j'espère que vous m'écoutez tous bien. Parfait. Alors, je m'appelle Julien Pigot, je suis avec le PNUD de Senior Assistant et je m'excuse d'avance, je ne suis pas le présenteur originel de ces cas d'études, mais comme Brésilien, je me sens très confortable à représenter mes frères d'Amérique du Sud, alors on peut suivre. Could we go to the next slide, please? Alors aujourd'hui, nous ferons une petite présentation de l'agenda. Nous commencerons un peu par un désignement de la méthodologie utilisée, une présentation après de quelles sont les lacunes, les recommandations particulières à partir des résultats de l'analyse conduite. Je m'excuse aussi, il y a peut-être un peu de son dans le fond, il y a des camions qui passent. Non, on t'entend bien, pas Troisième, de souci. non? OK, Parfait. super, merveilleux. Une troisième catégorie, alors, troisième partie de la présentation aujourd'hui qui durera environ 10 minutes. Nous passerons alors à quelques recommandations d'utilisation de résultats et ensuite, finalement, en terminant la Colombie, nous regarderons alors quelles sont les prochaines étapes à être conduites dans le travail. Next slide, please. Commençons alors avec la méthodologie qui a été développée par la Colombie. Et la première étape a été de considérer, de faire une désignation visuelle de tous les facteurs principaux qui sont associés, qui sont causantes d'une perte de biodiversité et qui affectent la biodiversité comme facteur, comme un tout. Premièrement, non à peine les facteurs, mais aussi quels sont les secteurs économiques et ainsi les acteurs aussi concernés associés à tel facteur particulier. Et avec ce désignement, cette visualisation, tout le reste de la méthodologie se déroule à partir de cette première étape. Next slide, please. Alors, une petite visualisation un peu confuse que je vais dérouiller avec un peu plus de précision prochainement, a été très favorable à l'identification. So over to Lucina. Ah, désolé. Alors, cette visualisation a été très efficace pour comprendre quels sont les éléments principaux dans quelques coins principaux d'actuation. Next slide, please. I think the next one, just to show the map. OK. Voilà. Et alors,
Ici, je vais passer vite fait par-dessus quelques des éléments principaux et me approfondir dans un en particulier. Alors, la dégradation de l'écosystème, les espèces envahissantes, la pollution et contamination, les changements climatiques, tout cela sont des éléments qui ont été euh, identifiés comme les facteurs principaux de la perte de biodiversité, mais particulièrement la question de l'utilisation, le changement d'utilisation de, de territoires de, de terrain. Alors, dans ce cas particulièrement, il a été identifié comme l'élément le plus relevant ici, associé aussi avec la déforestation, mais particulièrement à cause des changements et de l'importance de cet élément pour des secteurs économiques, notamment bien sûr l'agriculture avec euh, autant la création animale, mais aussi la gestion forestière, mais aussi le développement d'infrastructures, l'activité minière et aussi l'énergie. Alors, pour identifier particulièrement la question de la déforestation dans ce milieu associé particulièrement à l'agriculture, la, la présentation mentionne que environ il y a une perte entre 2002 et 2022 d'environ 2 millions d'hectares de forêt tropicale primaire, qui correspond à peu près à 40% de la forêt existante, qui est un numéro assez préoccupant et qui peut être lié particulièrement à ces quatre secteurs identifiés en jaune ici. Alors, l'expansion de l'agriculture, infrastructure, énergie et exploitation minière. Les trois derniers, l'infrastructure, énergie et exploitation minière, sont des éléments qui ont un impact sur l'environnement très connu et pourtant ont déjà une série de réglementations et suivent une série de désignations, ont besoin de permis et de désignations légales pour conduire leurs activités, tandis que l'agriculture, pas vraiment. Elle n'a pas le même niveau de rigueur de réglementation associée pour conduire ses activités. Particulièrement en Amazonie, c'est un problème associé au brûlage de terre, particulièrement avec les terres non réclamées. C'est un phénomène assez commun dans l'Amérique latine, particulièrement au sud aussi, mais particulièrement alors les terres non réclamées dans les territoires amazoniens. Could we go to the next slide, please? Okay, good, thank you. Alors, à partir de cette analyse initiale des éléments principaux, et particulièrement de l'utilisation de seuil de terre par le secteur agriculteur, ont été identifiées alors quelques des cibles les plus pertinentes du CMB, notamment alors les cibles 1, 2, 3, 8, 10, 15, 16 et 19, dont je vais identifier quelques éléments avec un peu plus d'approfondissement ici. Alors, next slide, please. À partir des textes et de la description de chacune de ces cibles, alors, est conduit une recherche et une identification de quelles politiques, quels documents, quels décrets sont associés à chacun de ces thèmes pour faire une analyse de à quel niveau doit être renforcé l'apparat de politique publique pour garantir que les cibles soient effectivement atteintes. Next slide, please. À partir de cette analyse de quel est l'alignement entre les terminologies du CMB et quelle est la description de politique publique présente actuellement, ont été élaborées alors. Une partie, c'est mini-manuels dont Marion et Alexis ont parlé juste avant. Next slide, please. Et alors, avec l'identification de ces alignements entre les cibles et la réalité de politique publique du pays, ont été identifiées alors quelles sont les lacunes principales et les recommandations
pour développer pour supérer les lacunes. Next slide, please. OK, alors ici, le plus intéressant. À partir de chacune de ces cibles identifiées alors dans les mini-manuels, on peut identifier sont les éléments les plus relevants pour confirmer l'alignement alors entre les cibles et la réalité de politique publique du pays. En relation à la première cible qui parle alors de la planification et la gestion de zones pour réduire la perte de la biodiversité, ont été identifiés alors que l'application mise en œuvre est un peu limitée des instruments de planification d'utilisation des sols. Ces éléments se répètent un peu dans d'autres catégories, mais en passant alors à la deuxième cible qui concerne alors la restauration des écosystèmes dégradés, ici particulièrement a été identifiée une lacune en relation à l'engagement de populations autochtones et de populations locales pour garantir alors l'effectivation de la cible. La cible troisième qui mène à la conservation de 30% des zones terrestres, de l'eau et des mers. Ici, les lacunes particulières et les recommandations sont guidées alors vers l'intégration des réseaux différents pour effectuer la cible. En relation à la cible 8, un alignement de politique et d'objectifs a été identifié particulièrement à propos de la cible qui vise à minimiser les impacts du changement climatique et la biodiversité. Ici, les deux éléments ne sont pas suffisamment connectés. Et quant à la 10e cible, pour augmenter la biodiversité et durabilité de l'agriculture, aquiculture, pêche et forêt, ont été identifiés que pour garantir la cible, un peu plus d'efforts pour renforcer la transition vers la durabilité sont nécessaires. Quant à la cible 15e, les entreprises plus participatives dans la préservation de la biodiversité, a été vérifié qu'un peu plus d'efforts pour que les entreprises prennent leur effort de manière plus immédiate il y a un besoin plus grand de désignation de mécanismes d'incentive pour que les entreprises prennent ces mesures de conscientisation et de produire de guider leurs activités de manière plus durable, de leur propre volonté, de leur propre initiative. Alors, à la cible 16e qui est relationnée. Oh, merci. La cible 16e, alors, qui est connectée à diminuer le gaspillage et la surconsommation. Toute une série de politiques doit être renforcée pour faire un changement de conscience. Et finalement, avec la cible 19e, en relation à ressources pour la biodiversité, la destination de ressources à la biodiversité, une série de catégories ont été identifiées pour renforcer alors la connexion entre les mécanismes, entre les instituts financiers, les banques et d'autres, pour directionner des ressources pour que les actions qui guident à la réalisation de la cible soient effectivées. Next slide, please. Alors, je me suis éloigné un peu dans le temps. Je vais passer ici un peu vite fait. Quelques des enseignements tirés sont relationnés. Les enseignements tirés par l'expérience de la Colombie sont de 3 catégories principales. Premièrement, une flexibilité ici est particulièrement relevante parce qu'il n'y a pas d'informations facilement identifiées du départ. De temps en temps, un peu de créativité pour supérer des lacunes de manque d'informations sont nécessaires pour que le travail soit bien renforcé et particulièrement aussi à la deuxième catégorie, une approche multi-échelle est nécessaire justement pour supérer quelques lacunes. De temps en temps, une approche plutôt à niveau national, de temps en temps une approche à niveau régional, de temps en temps une approche à niveau local. Cette différence d'approche et de point de vue à niveau de planification aide beaucoup à supérer les lacunes. Et finalement, désolé,
Une question alors en relation à l'approche systématique et structurelle des questions qui servent à, à répondre les questions et de supérer les lacunes pour développer ces mini-manuels. Cette sorte d'approche systématique et structurée évite aussi de se trouver bloqué quand les informations ne sont pas immédiatement disponibles. Next slide, please. Alors, avec cette next few clicks, maybe. OK, merci. Thank you. Et alors, pour finaliser cette étape ici, un document synthèse alors est présenté par Colombie à partir de toutes les activités qu'ils ont conduites avec des parties prenantes ici pour que ce soit clair et transparent tout le déroulement du document, pour aussi rajouter des feedbacks et de nouveaux commentaires avec toutes les parties prenantes, et aussi pour que ce document soit disponible pour l'actualisation pour l'actualisation et pour que le document soit utilisé dans d'autres approches d'actualisation, dans d'autres fronts, l'actualisation des spams ou même même d'autres initiatives connectées à la biodiversité du pays même. Next slide, please. Et pour finaliser la Colombie ici, une petite présentation de quelques des partenaires associés qui ont aidé dans la conduction de ce document. Marion, je passe directement à l'Équateur. Oui, parfait, on va faire ça comme ça parce qu'on est un peu en retard, donc parfait. On va faire Oui, Équateur et s'il y a des oui, oui, questions oui. ensuite, on les prend. Vas-y. OK. OK, next slide, please. Je continue alors avec l'Équateur et l'approche a été assez similaire, mais donc je commence avec un peu plus de profondisation ici à propos des étapes qui ont été menées pour la méthodologie du travail de l'Équateur. Alors, premièrement, une analyse des priorités nationales à partir de toutes les documentations, toutes les conversations, toutes les stratégies qui ont été déjà développées. Ensuite, une identification alors des cibles qui sont alignées avec ces priorités nationales. Une cartographisation, un désignement en carte de comment ces deux éléments se connectent aussi a été mise en effectivation ici pour faciliter la conduction de l'activité du pays. Et ensuite, a servi de base pour l'élaboration alors des mini-manuels de alignement entre les cibles et les politiques publiques du pays. Et enfin, une relecture à partir de tout ce qui a été fait immédiatement pour réviser des potentielles lacunes qui n'ont pas été adressées, a été mise en place pour finalement arriver à une lecture plus robuste de quelles sont les lacunes et quelles sont les recommandations alors à être suivies pour, pour que l'alignement soit bien fait et effectivement fait. Next slide, please. La première partie alors, en relation à l'agenda. Alors, en priorité nationale, ont été identifiés que la stratégie de décarbonisation et de économie circulaire sont les deux grandes priorités du pays. Et ainsi, alors, ont été identifiés quelles sont les cibles les plus formant connectées alors du CMB avec ces initiatives prioritaires du pays. Next slide, please. Dans ce cas, ont été identifiées alors les cibles 1, 2, 3, 5, 9, 10, 15 et 16 dans des catégories différentes, bien sûr. Mais à partir de chacune de celles, il est intéressant aussi de noter que il y a une superposition entre les éléments, les cibles qui ont été identifiés par la Colombie et par l'Équateur, mais elles ne sont pas exactement les mêmes. Alors, c'est un indice que des pays ont des priorités différentes et qu'une attention doit être mise particulièrement dans les peculiarités de chaque pays. Ce ne sont pas des approches universelles. Alors, je me tiens ici avec je ne vais pas répéter les cibles qui ont déjà été
ouvertes dans le cas de la Colombie parce que quelques de leurs identifications sont assez similaires. Mais à partir de cela, alors, en relation à la cible 15, une récolte a été identifiée particulièrement une lacune en relation à la récolte et commerce durable des espèces sauvages et en relation à la cible 9e pour gérer les espèces sauvages de manière durable pour en profiter aux gens. Alors, celles-là sont quelques des cibles avec un plus large gap en relation au CMB, différent de ce qui a été le cas avec la Colombie. Next slide, please. À partir de celle-là, alors, ont été fait une analyse de où mieux se représentent les éléments de chacune de ces cibles dans toutes les politiques publiques, les stratégies nationales, les plans sectoriels et les analyses et une analyse institutionnelle plus abrangeante. Et à partir de ce contraste entre les cibles du CMB et ce qui a effectivement été mis à effectivation ou même développé et matérialisé comme documentation de priorité du pays pour développer alors leur chapitre dans les mini-manuels. Next slide, please. Chacun de ces chapitres alors possède des aspects différents à propos de chacune des cibles et chacun de ces chapitres, alors, illustre aussi un peu de la situation nationale et quelques éléments aussi sociaux du pays qui passent pour un peu d'instabilité en ce moment. Next slide, please. Maybe one more click. Oh no, it just goes on. Okay, no worries. Alors, à partir de l'élaboration alors des mini-manuels, un alignement, une identification alors de l'alignement a été refait pour réviser si quelques éléments avaient été passés par-dessus, n'avaient pas été considérés avec une nouvelle étape de conversation avec parties prenantes. Et à partir de cela, alors, une identification des lacunes et des recommandations a été consolidée finalement. Next slide, please. Celle-ci, alors, en relation aux cibles. Premièrement, en relation à la cible qui parle, en relation à la première cible, alors, l'intégration de peuples autochtones et de communautés locales a été identifiée comme un des problèmes. Il y a une documentation bien cohérente de politique publique à propos, mais l'engagement de ces groupes populationnels en particulier reste un peu à désirer, n'est pas complètement intégré encore dans la stratégie. Au-delà, l'absence de cadre institutionnel pour l'effectivation de toutes ces politiques et toutes ces stratégies développées est encore un peu au-delà de ce que devrait l'être à ce point. La réduction de budget et de personnel capacité récente est aussi un problème identifié et est un problème aussi qui va se montrer fréquent dans tous les autres cas de lacunes identifiées. Mais bon, la cible deuxième alors, le ministère de l'Environnement, d'eau et de transformation écologique indique qu'il y a eu une augmentation de déforestation de la période 2008 à 2014 en relation à 14 et 16 et depuis aussi vient d'augmenter, particulièrement associé encore une fois au secteur de l'agriculture qui représente un fort pourcentage du PIB du pays. C'est un secteur qui compte fréquemment avec des investissements publics pour leur développement, mais l'assistance technique se réduit particulièrement pour les petits propriétaires et les moyens propriétaires à cause de réduction de budget et un manque de personnel qualifié à partir de toute une crise sociale et politique que le pays et passe encore depuis plus récemment. En relation à la troisième cible, des forts effets récents, des initiatives fortement développées par le gouvernement ont consacré quelques résultats
particulièrement positifs, comme l'augmentation du territoire conservé jusqu'à près de 20% du territoire, et une initiative aussi de conscientisation de la propriété foncière pour les peuples autochtones a été mise en place. Mais c'est encore un défi assez fort à être overcome, à être dépassé. La cinquième cible, le manque de connaissance des populations est encore assez présent, et un effort plus directionné alors à la conscientisation de la population doit être en prôné. Next slide, please. En relation alors à la neuvième cible, à présent, il y a le lien entre les politiques publiques et la effectivation de la stratégie de la cible est encore assez faible, et un peu plus et un alignement plus fort entre les objectifs du gouvernement et des acteurs privés et des gens individuels doit être entrepris ici. Il y a un fort écart encore. Et en relation à la 10e cible, alors, l'enforcement, un alignement déjà présent assez positif pour l'effectivation de la cible est associé au commerce international. Une forte demande de pays qui consomment la production du pays demande déjà une production plus soutenable et d'une économie plus circulaire. Et alors, toutes les réglementations et accords commerciaux servent positivement, servent pour accomplir les objectifs de la 10e cible. Ainsi, renforcer ces mécanismes d'incentive économique doit être un des mécanismes les plus effectifs à atteindre les objectifs de la cible. Next slide, please. Et vite fait alors, entre les cibles 15e et 16e, l'avancement d'un système national de gestion de l'environnement, leur développement et la effectivation de sa conception en réalité doit être atteinte pour atteindre la première cible, tandis que la 16e cible est un peu plus compliquée d'être atteinte en ce moment à cause d'une série de complications politiques qui mènent à crise économique, et il est difficile de focaliser les efforts sur la consommation d'une population qui passe par des difficultés, mais quelques effectivations pour groupes particuliers pour conscientiser la consommation soutenable dans des groupes particuliers de classe moyenne, de classe plus haute, peut-être aussi être mise en place, mais c'est une stratégie qui actuellement me paraît un peu plus difficile à être concrétisée. Next slide, please. Sorry, the previous one still? Okay, bon. Oh, I think there's a hidden one, I'm sorry. Could you maybe try and... Yeah, I think it was hidden, sorry. Thank you very much. Alors, pour terminer le chapitre de l'Équateur, les enseignements tirés ont été, alors, de définir la portée du niveau de détail de l'analyse, similaire à celui de la Colombie. Il s'agit aussi alors de considérer que c'est un processus multipartie et multiniveau, similaire aussi à ce qui a été identifié par la Colombie, et que le processus est continu, doit être adapté et actualisé constamment pour qu'il puisse progresser. Et alors, passant par les prochaines étapes, je vais à peine indiquer que l'objectif de ce document final sert alors à actualiser les SPOM, mais peut-être aussi être utilisé pour l'actualisation et la approfondissement d'autres initiatives aussi connectées à la biodiversité et la préservation ambientale. The final slide then, please. Ici, alors, pour la Colombie, l'identification de quelques des partenaires qui ont été fort prenants dans l'initiative. Et comme ça, je finis. Merci Marion, merci à toi. Merci Julien, merci beaucoup pour avoir fait cette présentation donc de ce qui est fait en Colombie et en Équateur.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, n'hésitez pas à lever la main, n'hésitez pas à écrire vos questions dans le chat. On est un petit peu en retard sur, l'agenda de la journée, enfin, en tout cas de cette session. Du coup, Mohamed, je me demandais si vous vouliez faire la présentation de Djibouti maintenant pour qu'on ait du temps pour parler avec vous s'il y a des questions. On avait prévu d'avoir la Djibouti en dernier, mais je veux m'assurer que les participants aient du temps, voilà, pour poser des questions. Donc, est-ce que ça vous va si on commence, si on fait la présentation de Djibouti maintenant? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Super. Et ben, du coup, je vous laisse, la parole. Euh, Merci beaucoup, Marion, pour d'abord l'invitation. On aimerait d'abord dire que les webinaires sont très importants pour ce processus d'alignement au nouveau cadre mondial de la biodiversité. Euh, Ces webinaires nous ont accompagnés à vraiment préparer l'ensemble des documents qui nous ont demandé en marge de ce projet. Et on avait commencé ce processus juste après la COP 15 à Montréal en janvier 2023. Et dans les différentes composantes du projet, on a eu des réunions en interne et avec les parties prenantes liées à la biodiversité pour savoir quelle est la composante qu'on peut donner une priorité pour commencer le processus. Et dans ces discussions, il est ressorti que d'abord, il faut commencer par la composante 3. Pourquoi? Parce qu'elle doit jeter le jalon de l'alignement du cadre mondial sur la biodiversité pour trouver vraiment le point de départ en matière de politique, en matière juridique et puis en matière de gestion de la biodiversité dans son ensemble. Et on a commencé ce processus par la composante 3 et c'est un processus vraiment qui a associé beaucoup de monde au niveau national, mais aussi au niveau du système des Nations Unies. Il y a eu des réunions et puis des formations qui ont été organisées pour les pays francophones, mais aussi pour les pays anglophones de la région Afrique. On était à Lomé pour bénéficier d'un atelier sur le cadre mondial de la biodiversité, mais aussi sur le projet AES pour comprendre quelles sont les étapes à suivre et comment les pays doivent prendre des mesures pour accélérer ce processus. Marion, vous avez très bien souligné, il y a eu des engagements qui ont été pris lors de la COP 15. Les États partis à cette convention doivent préparer leur stratégie révisée qui est alignée au nouveau cadre mondial avant la COP 16, au moins préparer des indicateurs pour les différentes cibles. Donc c'était un processus pour accélérer. Alors il faut comprendre qu'il ne faut pas aussi se précipiter, donc il ne faut pas dire que voilà, il y a des engagements pour les pays, il faut vraiment coûte que coûte qu'on a un document finalisé avant la COP 16, mais il faut aller étape par étape, il ne faut pas se précipiter, il faut vraiment discuter avec tous les parties prenantes, avec le comité autochtone local, avec les décideurs politiques. C'est un processus qui doit être ouvert à tout le monde parce que le nouveau cadre mondial sur la biodiversité est certes nouveau dans le paysage au niveau international ou au niveau national. Il faut organiser des petites séances de formation, de sensibilisation sur le nouveau cadre mondial de la biodiversité pour que tout le monde puisse se retrouver. Alors, d'abord, prochain slide s'il vous plaît, prochain diapo. Alors, juste pour un peu résumer et situer Djibouti, Djibouti se trouve à la corne de l'Afrique. Elle a une biodiversité exceptionnelle, composée des écosystèmes terrestres et marins. Djibouti est situé sur l'une des routes de migration des milliers d'oiseaux migrateurs qui empruntent l'entrée des bas al-Mandeb pour séjourner à Djibouti et dans d'autres pays en Afrique. Et en reconnaissant la valeur de sa biodiversité, Djibouti s'est engagé à la conservation et à la protection des écosystèmes fragiles. Les pays ont placé plusieurs initiatives et politiques pour la protection et pour promouvoir le développement durable
au niveau national. Prochain diapo, s'il vous plaît. Et juste un exemple des mesures qui ont été prises. Un réseau d'aires protégées a été mis en place, mais aussi des mesures politiques pour lutter le braconnage, le commerce illégal des espèces sauvages sont mis au niveau national. Donc, ces mesures reflètent l'engagement du pays pour la préservation de la biodiversité, conformément aux conventions au niveau international, mais aussi à la législation nationale. Diapo suivant, s'il vous plaît. Alors, il faut comprendre que Djibouti s'efforce aussi à mettre en place des politiques pour la durabilité environnementale. Il est dit, même au niveau de politique nationale, que Djibouti reconnaît la préservation de la biodiversité, qui est un élément essentiel pour le bien-être des populations locales, mais aussi pour les générations futures. Alors, parmi ces initiatives, il y a la promotion des énergies renouvelables, la gestion en eau, la sensibilisation pour l'importance de la biodiversité, pour la lutte contre la déforestation, d'autres programmes de conservation de la biodiversité. Prochain diapo, s'il vous plaît. Alors, pour Djibouti, nous avons préparé... Mohamed, je t'interromps juste parce qu'on a deux collègues qui demandent si tu peux parler un tout petit peu plus fort pour qu'ils t'entendent mieux. D'accord. Merci. Donc, merci. D'accord. Donc, au niveau de ce projet AES, nous avons préparé des premiers documents, des composantes 3 et 4, qui sont disponibles. Les premiers drafts ont été envoyés, partagés avec le collègue du PNUE pour avoir leurs commentaires et observations. Alors, pour le cas de Djibouti, on s'est basé sur une liste de contrôle des politiques clés du PNUE. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, quelle a été la méthodologie qui a été utilisée? Premièrement, il y a eu une évaluation minutieuse des documents de politique existantes, des lois, des plans d'action nationaux sur la biodiversité et d'autres. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou si mes collègues peuvent aussi... Ça coupe un peu, ouais. Ouais, Mohamed, on est en train de te perdre, je crois. Est-ce que tu nous entends? Alors, je vais donner juste quelques secondes à Mohamed pour voir si la connexion est un peu meilleure. Je vais couper ta vidéo, Mohamed, pour voir si ça passe mieux avec juste le son. Est-ce que tu nous entends? Ouais, je pense que Mohamed s'est déconnecté. Pour le moment, je vais juste regarder. Alors, en attendant, on a une question. Mandé, vous avez une question? Allez-y, je vois votre main levée. Vous pouvez ouvrir le micro et parler. Mandé Delpech Tiemoko, je vois que vous avez la main levée. Par contre, je vous entends pas. Ah, ça y est, vous Oui, avez oui, les yeux ouverts. Super. oui, oui. Je tenais d'abord à présenter mes excuses. J'ai pris en fait le col en cours, Pas de donc souci. j'étais pas. Voilà, donc je suis Mandé Delpech, je suis de la Côte d'Ivoire, donc j'ai une préoccupation. Je sais qu'il y a le processus de révision du plan d'action de la biodiversité qui a été lancé. Alors, les présentations que je suis en train de voir sur l'alignement, est-ce que c'est un travail qui doit être fait dans le cadre de comment on appelle, la révision de ces plans d'action-là, ou bien ce travail-là est déjà disponible pour chaque pays qu'il faudra prendre et puis capitaliser dans le diagnostic qui doit être fait au niveau de ces documents-là? Merci.
Alors, c'est une très bonne question. Je vois, Mohamed, tu es de retour. Je vais juste prendre la question et puis on retourne vers toi pour la slide. Georgina, you can keep the slide on, no worries. Pour la question demandée que vous venez de poser, donc ce projet dans lequel s'inscrit la composante 3, c'est un projet donc de révision, c'est l'action précoce en fait, pour mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité avec, comme vous le savez, plusieurs composantes et la composante numéro 3 qui se focalise sur l'alignement des politiques. Donc, en fonction, en fait, de votre plan de travail, selon que vous vous focalisez ou non sur la composante numéro 3, vous devez faire les activités qui sont sous la composante numéro 3, notamment, voilà, commencer à aligner en fait les politiques. Ceci étant dit, ce travail d'alignement, il n'est pas fait par le PNUE ou le PNUD, il doit être fait en fait par le gouvernement avec l'appui des agences comme le PNUD ou le PNUE. Mais cet alignement, il y a peut-être en Côte d'Ivoire des exercices qui ont été faits, des progrès qui ont été faits, mais dans la plupart des cas, cet alignement, c'est compliqué à faire et c'est pour ça qu'il y a toute une composante qui est dédiée à soutenir les pays dans leurs efforts pour l'alignement. Donc, en tout cas, pour les pays qui sont soutenus par le PNUD, je sais que la Côte d'Ivoire, vous êtes avec le PNUE, mais pour le PNUD, la plupart de nos pays n'ont pas encore fait ce travail d'alignement. Et c'est important aussi de garder à l'esprit que cet alignement peut commencer sous le projet Early Action Support, mais un alignement, ça va prendre plusieurs années et ça va prendre des efforts et des concertations avec plus de parties prenantes. Donc évidemment, ça va pas se faire juste là dans les quelques mois avant la COP16. Le projet Early Action Support, c'est une façon de commencer à faire cet alignement et de pouvoir le continuer ensuite avec les prochains projets. Donc, le but de ces présentations, et je ne sais pas à quel moment vous êtes arrivé dans le webinaire, mais au début du webinaire, il y avait eu 2 présentations sur des guides techniques qui sont disponibles pour les pays. Donc, si vous n'avez pas pu voir les présentations, ne vous inquiétez pas, on les partagera. Et là, on se focalise plus sur des cas d'études, voilà, de la Colombie, de l'Équateur et dans ce cas-là de Djibouti, pour voir comment les pays qui ont fait des progrès ont pu faire ces progrès, quelles étapes ils ont fait, etc. Et j'espère que ça peut être utile aux pays qui, peut-être comme la Côte d'Ivoire, commencent voilà, le processus d'alignement. Donc non, ce n'est pas fait. Et oui, c'est à faire par les gouvernements. C'est pas facile, on le reconnaît, mais ça peut apporter vraiment de gros avantages s'il y a un alignement des politiques et une capitalisation en gros des synergies, on va dire, entre les différents objectifs et les focus sur la biodiversité en tout cas. Ça peut être vraiment utile à un pays. Donc Mohamed, je crois que tu es revenu. Parfait. Oui. Donc on a la slide là où on l'a laissée. On a juste un quart d'heure. Il nous reste juste un quart d'heure pour le webinaire techniquement et D'accord, on a encore une autre présentation. Donc je te laisse la parole, mais si tu d'accord, peux te focaliser sur le plus important, c'est parfait. d'accord. Merci. Alors, merci Mario, désolé d'avoir coupé. Juste pour compléter ce que vous avez dit sur le processus d'alignement et pour un peu répondre aux collègues de la Côte d'Ivoire, il faut savoir que après l'adoption du nouveau cadre mondial à Montréal, les États partis à la Convention ont été invités à aligner leur stratégie nationale au nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Donc, après, il y a un certain nombre de données qui doivent être collectées au niveau national pour voir un peu si les stratégies que nous avons dans nos pays est alignées au nouveau cadre mondial sur la biodiversité. C'était juste un peu pour compléter ce que Marianne avait dit sur la question du collègue de la Côte d'Ivoire. Alors, pour la méthodologie qu'on a adoptée, la première, c'était vraiment une évaluation minutieuse des documents et politiques existants à Djibouti. La deuxième, c'était la collecte de données. Et puis, avec la rencontre des différentes institutions qui sont chargées de la mise en place des politiques de la biodiversité. La troisième étape de cette méthodologie était vraiment voir est-ce que nos données, est-ce que nos stratégies, est-ce que nos politiques sont alignées ou pas au nouveau cadre mondial sur la biodiversité.
Alors, quelle est l'étape suivante, après, lorsque vous finissez ce processus d'alignement? C'est la révision de la stratégie nationale des partis. Alors, diapo suivant, juste pour accélérer, la première étape, c'était une analyse préliminaire qui nous a permis de comprendre, d'avoir une compréhension approfondie du contexte et des enjeux spécifiques à Djibouti en matière de biodiversité. Diapo suivant, la deuxième étape, c'était nous a permis de constituer une base de données solide pour l'analyse ultérieure, c'est-à-dire que au début, c'était juste la collecte, après, il y a la phase d'analyse des données, et puis, troisième étape, diapo suivant, s'il vous plaît, cette étape nous a permis de dresser un tableau complet des lacunes et des barrières qui entravent la mise en œuvre de la Convention et du nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Diapo suivant. Donc, ça, ces diapos, c'est les objectifs du nouveau cadre mondial qui demande aux parties d'avoir une concertation à tous les niveaux, au niveau national, au niveau international, pour vraiment mettre en place des actions concrètes de conservation de la biodiversité. Alors, diapo suivant. Pour Djibouti, quelles étaient les lacunes, les barrières qu'on a pu identifier à Djibouti? Et parmi le point le plus important, c'était le cadre politique et déficient. C'est vrai qu'il y a une volonté politique de la conservation de la biodiversité, mais on a observé qu'il y a une faiblesse persistante en matière de traduction concrète au niveau des décisions politiques. C'est-à-dire que les politiques sont là, mais pour la mise en œuvre de ces politiques, ne suit pas. Donc, c'était l'une des points importants qu'on a pu observer pour les lacunes. Et puis, le deuxième point qui est très important, c'est au niveau de la législation nationale. Les lois actuelles ne fournissent pas un cadre juridique adéquat pour la protection de la biodiversité et pour le nouveau cadre sur la biodiversité. Il est important, il a été dit dans cette évaluation de la composante 3 qu'il est urgent de réviser et développer une législation nationale. Et le troisième point, c'était au niveau des institutions. Il a été ressorti qu'il y a des signes de faiblesse avec des capacités limitées en termes de personnes qualifiées, des financements, des infrastructures nécessaires pour mettre en place des mesures efficaces de conservation. Le quatrième point, c'était le manque de coordination entre les institutions chargées de la mise en œuvre de politiques au niveau national. La cinquième, c'était les ressources limitées qui sont allouées à la conservation de la biodiversité. Sixième point, la sensibilisation du monde pour les parties prenantes, en particulier pour le comité autochtone local. Et puis, septième, huitième, neuvième, c'était le manque d'appui technique en matière, par exemple, de pression tropique, au changement climatique et surtout au manque de recherche scientifique pour accompagner la mise en œuvre de la Convention sur la biodiversité. Prochain slide, diapo s'il vous plaît. Alors pour les cibles, comme on avait vraiment 10 minutes de présentation, on n'est pas parti en profondeur, mais juste pour savoir que pour les cibles, il y a une insuffisance en aires protégées. C'est vrai qu'il y a des aires protégées qui existent maintenant, mais leur superficie est très limitée au niveau national. Point important pour les cibles, la surveillance et l'application des lois est insuffisante. Et il est vraiment important qu'au niveau national, il faut mettre en place un mécanisme de surveillance et de l'application fiable qui permettra l'exploitation illégale des ressources naturelles, des pratiques de pêche non durables qui mettent en danger la biodiversité nationale. Alors, prochain diapo s'il vous plaît. Autre cible, c'est les lacunes dans le respect du genre, l'implication active des femmes dans le processus décisionnel et leur autonomisation dans la gestion des ressources naturelles demeure insuffisant. Donc, il faut prendre des mesures pour vraiment associer l'ensemble de la question genre à ces processus de mise en œuvre du nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Alors, diapo suivant.
Ces lacunes identifiées dans le cadre de l'effort d'alignement politique national avec le cadre mondial de Djibouti ont montré le défi qui est au niveau de Djibouti pour garantir la conservation efficace de la biodiversité, conformément aux objectifs fixés du cadre mondial sur la biodiversité. Alors, pour me remédier à ces lacunes, il est important de renforcer le cadre institutionnel en améliorant la législation, en renforçant la coordination entre les institutions gouvernementales en matière, par exemple, de formation, de renforcement des capacités, en augmentant le nombre d'aires protégées, mais aussi en matière d'associer les communautés autochtones locales dans ce processus. Alors, qu'est-ce qui est vraiment ressorti en conclusion, diapo suivant? C'est la nécessité impérieuse d'une approche intégrée pour surmonter ces défis, qui est vraiment important. L'interconnexion est essentielle entre tous les aspects, y compris les aspects politiques, les aspects juridiques et les aspects institutionnels. Alors, diapo suivant, pour accélérer. Alors, Djibouti doit renforcer ses efforts en matière de mise en œuvre de ces politiques pour la mise en œuvre du GPF au niveau national. Alors, il faut savoir que c'est un processus nouveau au niveau national. Donc, c'est un nouveau document qui est apparu dans le paysage au niveau national. Donc, il faut mettre en place un programme de sensibilisation. Je reviens à la question du collègue de la Côte d'Ivoire. Il faut mettre en place un programme de sensibilisation pour les décideurs politiques. Il faut que tout le monde s'imprime au niveau économique, au niveau social, au niveau des communautés autochtones locales. Donc, tous les cibles de la Convention seront priorisés au niveau national au niveau de la composante 3. La cible 2, par exemple, la cible 3, 6 et 13 ont été mis l'accent, mais c'est un processus, il faut toujours le répéter, c'est un nouveau processus qu'il faut vraiment aller pas à pas pour ne pas précipiter les choses, pour ne pas oublier des composants, la recherche par exemple, la lutte contre le braconnage, l'extension des aires protégées. Et parmi les déficiences, les lacunes qui a été identifiées, c'est la superficie en matière des aires protégées qui est vraiment limitée. Et c'est l'un des points importants du nouveau cadre sur la biodiversité. Donc, le processus est lancé au niveau national. La composante 3 et la composante 2 ont été finalisées. Et nous sommes maintenant à la composante 1 et 2 du projet AES, qui nous permettra de voir quelles sont les lacunes dans le cadre de la révision de la stratégie nationale en matière de biodiversité. Donc, c'est un processus nouveau qui est en cours, comme Marion a dit, qui va s'étaler jusqu'à la COP15, jusqu'à la COP16, mais qui va aller au-delà, parce que la cible mondiale, c'est à l'horizon 2030, pour que les pays puissent prendre des mesures adéquates à s'aligner au nouveau cadre mondial sur la biodiversité. Donc, si vous avez des questions sur la méthodologie qu'on a adoptée ou sur le processus qui va suivre, vous êtes les bienvenus. Et désolé si j'ai un peu accéléré la présentation. Non, il y a pas de souci. De toute façon, les présentations, on les mettra, elles seront disponibles en fait, on les enverra, donc il y a aucun souci. Peut-être, Mohamed, si tu veux bien mettre l'adresse email, ton adresse email dans le chat au cas où certains collègues voudraient te contacter. Je pense que ce serait une bonne idée et je vais voir s'il y a certaines questions de nos collègues. Si vous avez des questions sur le travail qui a été fait à Djibouti, n'hésitez pas à lever la main. Mohamed est encore avec nous et peut répondre à ces questions. Donc je veux juste voir si nos collègues, voilà, parfait, super. Mohamed a écrit son adresse email dans le chat. Et donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le contacter. Pour le moment, je vois pas de questions nécessairement. Il nous manque une vidéo qu'on aimerait vous montrer. Normalement, on aurait dû vous passer 2 vidéos en plus. On a une première vidéo, c'était un cas d'étude en Ouzbékistan. On n'aura pas le temps et on préférait se focaliser sur les présentateurs qui sont présents en live avec nous. Par contre, on a une dernière présentation sur l'utilisation des données spatiales pour l'alignement des politiques qu'on va passer.
Je sais qu'on est à la fin de notre webinaire et donc je comprends très bien si certains d'entre vous doivent partir. Pour ceux qui peuvent rester, restez avec nous, on a besoin d'une dizaine de minutes. Mais voilà, et donc avant juste de jouer la vidéo, je veux voir si il y a des questions finales pour notamment Mohamed. Si les collègues ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Dernier appel, parce que je veux pas retarder trop. Voilà. Ok. Bah Juste écoute, pour, ouais, oui, vas-y. Marianne, juste pour ajouter que le draft de notre document est disponible. Donc, s'il y a certains pays qui veulent qui veulent prendre connaissance de notre document ou qui veulent s'inspirer, des collègues nous ont déjà contactés, on a déjà partagé avec eux notre document pour qu'ils puissent voir les étapes Ouais. qu'on a passées et quelles sont les méthodologies qu'on a utilisées. Donc, on est ouvert à partager ce document, même le document sur la composante 4 qui concerne le plan de financement de la biodiversité. On s'est inspiré du cas de la biofine. On a préparé, on a étudié les deux premiers points du processus de la biofine pour la composante 4. Donc, ils sont disponibles. Donc, si vous préférez qu'on partage aussi ces documents, ils sont un peu volumineux, mais avec plaisir, on pourra partager avec vous. Ouais, bien sûr. Et si c'est acceptable même de le partager, qu'on puisse le mettre dans l'email récapitulatif, je pense que ce sera apprécié. Je vois que nos collègues demandent dans le chat, Myriam demande si on peut partager. Donc, dans la limite de ce qui est acceptable par les collègues de Djibouti, on peut essayer de partager ce document, bien sûr. On est en contact avec toi, Mohamed, et on peut coordonner. Pas de souci. Je crois donc, Mohamed, qu'il n'y a pas de questions additionnelles pour toi. Et du coup, pour pas être trop en retard, on va passer la dernière vidéo. Et puis, je conclurai le webinaire. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed, pour le temps que tu avais et que tu nous as donné. Et Alexis, si tu peux passer la vidéo, c'est parfait. Thank you. Bonjour et bonjour aux collègues du monde entier qui nous rejoignent. Je m'appelle Scott Atkinson et je suis spécialiste technique pour le PNUD et je viens aujourd'hui de Hobart en Australie. C'est un plaisir d'être avec vous tous. En 5 minutes, je vais faire de mon mieux pour présenter nos dossiers sur l'utilisation des données spatiales pour soutenir l'alignement des politiques. Qu'est-ce que ce produit? Essentiellement, le PNUD a créé un premier prototype de dossier spatial national pour l'alignement des politiques. Ce dossier présente une portefeuille de 23 cartes nationales créées à l'aide de données spatiales mondiales afin de hiérarchiser les actions fondées sur la nature en vue de l'alignement des politiques. Les parties peuvent utiliser ces cartes pour identifier les domaines devant faire l'objet d'une évaluation plus approfondie en vue de la mise en œuvre de stratégies fondées sur la nature pour soutenir la réalisation des objectifs de GBF et des armes connexes. Je tiens à le souligner. Tout d'abord, nous reconnaissons que de nombreux pays disposeront de données nationales de meilleure qualité. Il s'agit d'une première tentative pour commencer à réfléchir à ces questions afin de soutenir chaque pays dans ses propres efforts au niveau national. Et deuxième, comme il s'agit d'un produit précoce, nous n'avons pas encore inclus toutes les données recommandées par le cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité. Les prochaines versions de ce dossier s'aligneront sur le cadre de suivi. Ces dossiers sont organisés autour de 10 thèmes clés que vous pouvez voir sur cette diapositive. Pour chaque thème, nous fournissons une analyse préliminaire de l'alignement des politiques, montrant les cibles pertinentes du GBF ainsi que de l'agenda 2030 de l'accord de Paris et du cadre de Sendai. Nous fournissons ensuite des cartes nationales pour chaque thème qui peuvent aider les pays à commencer à réfléchir aux domaines dans lesquels les actions basées sur la nature pourraient soutenir les engagements pris dans le cadre de certains de ces différents thèmes. Lorsqu'elles sont disponibles, les couches d'entrée utilisées pour les cartes peuvent être consultées sur la plateforme de données spatiales du laboratoire de biodiversité des Nations Unies, c'est le UNE. En outre, les cartes produites dans le cadre de ce dossier sont entièrement disponibles pour la réédition et l'utilisation, sauf indication contraire.
Voyons ce que l'on a pour l'un des 10 thèmes, l'intégrité de la conservation des écosystèmes. Vous trouverez ici une première analyse des objectifs pertinents de CMB et des objectifs connexes d'OTRAM, y compris les objectifs 1 et 3 du CMB et les objectifs 15.1, 15.2 et 15.3 des ODD. Viennent ensuite les cartes correspondantes. Pour l'intégrité et la conservation des écosystèmes, nous proposons 4 cartes adaptées à votre pays. Je tiens à le souligner que dans les exemples de dispositifs que vous verrez ensuite, nous présentons différents pays. Toutefois, soyez assurés que le dossier relatif à votre pays ne comprendra que les cartes qui vous concernent. Dans ce premier exemple, nous montrons l'intégrité écologique en prenant, par exemple, le Brésil, le pays le plus riche en biodiversité de la planète. L'indice d'intégrité écologique présenté ici et publié pour la première fois en 2020 est une mesure qui permet d'évaluer la perte d'habitat, la qualité de l'habitat et les effets de la fragmentation de l'habitat, et peut être calculé à partir de n'importe quelle couche de données qui représente une mesure continue de la qualité de l'habitat, comme par exemple l'indice de modification humaine de Terrebonne et al., bien l'empreinte industrielle humaine de Venter et al. Les cartes présentées dans ces dossiers est arrivée dans l'empreinte industrielle humaine de Venter et al. Notre deuxième exemple montre le deuxième pays le plus riche en biodiversité de la planète, l'Indonésie, et la représentation de ces écosystèmes terrestres dans le domaine des zones protégées, en relation avec l'objectif de conservation effectif de 30% spécifié dans l'objectif 3 du CMB. Cette carte peut aider votre pays à déterminer s'il existe un écart entre la couverture actuelle de chaque écosystème et l'objectif de 30%. Dans cette carte, nous utilisons les données sur les écosystèmes terrestres mondiaux de CR et al. Pour identifier les écosystèmes mondiaux. Et la base de données mondiale sur les zones protégées et la base de données mondiale sur les autres mesures efficaces de conservation basées sur les zones. Il est à noter que ces dossiers ont été calculés en utilisant la version d'octobre 2023 de la WDPE. Dans l'exemple suivant, nous montrons le statut menacé des écosystèmes au Kyrgyzstan en cartographiant les degrés d'intégrité de chaque écosystème. Nous calculons le degré d'intégrité d'un écosystème comme le pourcentage de chaque écosystème terrestre mondial dont la valeur d'impact écologique est inférieure à la valeur médiane d'impact écologique. Ces zones sont classées comme non intactes. En conséquence, plus le pourcentage de ces zones non intactes est élevé dans un écosystème, plus son niveau global d'intégrité est faible et plus cet écosystème est menacé. Nous utilisons les données de l'écosystème terrestre mondial, CRDAL, et l'indice d'intégrité écologique, BRDAL, présenté précédemment. Dans ce dernier exemple, nous montrons le domaine des zones protégées et les OECM, les autres mesures efficaces de conservation basées sur les zones au Maroc. Bien que les propositions des aires protégées et de OECM ne soient pas incluses dans le calcul des indices, nous les présentons dans cette carte à titre d'information. Et voilà pour le thème de l'intégrité et de la conservation des écosystèmes. Chaque thème aura un ensemble similaire d'objectifs politiques alignés et des cartes pertinentes pour soutenir les efforts nationaux de planification autour de ces objectifs. Avant de conclure, j'aimerais souligner quelques différences essentielles entre les différents produits de données spatiales auxquels vous aurez accès dans le cadre du projet EAS. Le document que j'ai partagé aujourd'hui, ainsi que les autres produits spatiaux partagés dans le cadre du volet 3, s'appuient sur des recherches scientifiques validées concernant l'aménagement du territoire et la définition de priorités pour soutenir les actions fondées sur la nature en vue de l'alignement des politiques
Ils utilisent les meilleures données mondiales pour l'aménagement du territoire afin de s'assurer la cohérence des politiques, mais ne sont pas encore complètement alignés sur les données recommandées dans la carte de suivi. Les documents que nous publierons dans les mois à venir pour le volet 2, que vous pouvez voir ici, sont entièrement alignés sur le cadre de suivi du GBF et sur les travaux en cours de travail ad hoc d'experts techniques sur les indicateurs. À l'avenir, nous nous efforcerons de rassembler ces produits afin de fournir des conseils complets sur l'utilisation des données spatiales pour la planification, le suivi et l'établissement de rapports sur les GBF. Merci beaucoup pour votre attention et je laisse la parole à notre animateur. Super, merci beaucoup donc à Scott d'avoir fait cet enregistrement pour pouvoir vous présenter un peu comment les données spatiales peuvent être utiles à ce travail d'alignement des politiques. Nous mettrons donc en ligne, on rendra cet enregistrement disponible bien sûr pour tout le monde, il n'y a aucun souci. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et alors, Mohamed, je ne sais pas si vous êtes encore en ligne. Je vais voir si vous êtes en ligne. Je pense que Mohamed n'est plus en ligne et qu'il y avait une autre réunion ensuite, mais je vois qu'il y a une question pour lui. Donc, Ivio, bonjour Ivio, ça fait plaisir de vous voir. On lui enverra la question, il n'y a aucun souci, on essaiera. Alexis, si tu peux prendre note de la question de Ivio et s'assurer qu'on puisse y répondre avec Mohamed, ce serait bien. Donc, je sais qu'on est au-delà du temps imparti et je vais donc conclure ce webinaire. Je voulais vous remercier à tous pour votre participation et rester en ligne quelques minutes de plus. Je voulais bien sûr remercier le FEM pour nous financer dans ce projet et nos partenaires du PNU WCMC et de la CDB qui sont essentiels pour mettre en œuvre ce projet. Merci beaucoup à tous les présentateurs. Merci Alexis, bien sûr. Merci Julien. Merci Scott et merci Mohamed pour toutes ces informations techniques qui sont très importantes. Encore une fois, on va vous envoyer un email avec toutes les présentations et les enregistrements de cette session en français, mais aussi en notre langue. Et je vais demander à ma collègue, encore une fois, si vous voulez accéder en fait aux enregistrements et aux activités de renforcement des capacités de ce projet EAS, n'hésitez pas à vous rendre sur le lien qui est mis dans le chat. C'est un lien qui est donc dédié à ce projet EAS avec tous nos enregistrements, tous nos webinaires et tous les documents techniques. Encore une fois, on vous enverra plus d'informations par email pour les prochaines sessions de webinaire. Et quand Zoom va se fermer, ça va vous envoyer sur une page pour faire un mini sondage. Ça va vous prendre entre 30 secondes et 1 minute. Et si on peut avoir votre retour, votre feedback, ce serait bien. Ça nous permet d'améliorer nos prestations sur les webinaires. Avec cela, je vous laisse. Merci beaucoup. Merci de votre temps. Bonne journée, bonne fin de journée, bonne soirée selon où vous êtes. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Vous avez nos adresses email. Et puis, à la prochaine session. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne soirée. Au revoir.